Donc les 20 millions d'euros volés aux habitants de la ville de Rambouillet se sont retrouvés dans les impôts futurs. Donc les gens ont payé 2 fois. Demain, l'ancien président Nicolas Sarkozy passera à la porte de sa cellule à la prison de la Santé. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours écouté ça d'une oreille distraite. Je sais pas, ça a toujours l'air abstrait. Et puis, la récurrence a fini par m'intriguer. La corruption, c'est une transaction secrète. Vous donnez de l'argent et en échange, vous obtenez des faveurs. Contre 1 million, vous avez le vote d'une députée. Contre 5, la levée d'un mandat d'arrêt. Je peux vous assurer que depuis quelques années, la corruption en France est en train d'augmenter à vitesse grand V. Moi, je n'ai jamais vu autant de corruption depuis 1958. Mais ces gros titres ne sont que la surface de l'iceberg. Quand on commence à creuser, on réalise que 25% des députés européens sont liés à une affaire, ou que 2500 maires et élus locaux sont poursuivis par la justice. La corruption est proche. Elle nous impacte au quotidien. Vos impôts locaux ont explosé cette année. C'est peut-être que votre mère achète ses chaises à un pote à 700 €. Vous attendez un logement social depuis 3 ans. Quelqu'un a probablement payé pour vous passer devant. En fait, on est tous victimes de la corruption. Des victimes le plus souvent ignorantes parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. On ne le comprend pas. Mais ça, c'est pas une fatalité. Il existe un manuel, non écrit, transmis de bouche à oreille. Un manuel qui compile les techniques de ceux qui agissent dans l'ombre. Et nous, on a essayé de le reconstituer. De la technique la plus basique à la plus sophistiquée. Laissez-moi vous présenter l'iceberg de la corruption. On est citoyennes et citoyens d'un pays qui a déjà eu un président de la République définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Jacques Chirac. Dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Alain Juppé. Donc nous on pense que le problème du politicien corrompu, parce que c'est quand même très généralisé, je dis peut-être que Ursula von der Leyen est corrompue. En tout cas, elle a tout fait depuis 4 ans pour qu'on se pose la question. et l'affaire des SMS secrets échangés avec le PDG du laboratoire américain pendant la crise du Covid. Et ça n'a pas dérangé les dirigeants européens qui l'ont reconduite à la présidente de la Commission. Bon, comment on démarre une enquête sur la corruption ? Quand on parle de criminalité, il y a un endroit où tout le monde se donne rendez-vous. C'est Telegram. Des dizaines de channels déballent les arnaques, les faux papiers, les comptes piratés. Mais pour la corruption, les vraies magouilles, il n'y a rien. Évidemment, si j'écris pacte de corruption en promo, je vais rien trouver. En fait, la question c'est à quoi pourrait servir la corruption aujourd'hui ? C'est quoi le passe-droit dont tout le monde rêve ? Eh ben, regardez ce que j'ai trouvé. Logements sociaux, dispo dans l'Oise, paiement une fois le logement attribué. Logement disponible, CDC Habitat. Paiement en espèces uniquement. En apparence, ces messages ressemblent à de banales annonces de logement. À un détail près, le paiement dont il parle, c'est pas un loyer, c'est un pot de vin. Contre 4 000 €, vous obtenez le droit à un logement social. En France, les logements sociaux, c'est une sorte de Graal. C'est la garantie de louer un appartement pas cher pendant des années. Waouh! Mais le problème, c'est que les temps d'attente sont monstrueux. Aujourd'hui, 70% des Français sont éligibles. 4 millions attendent leur tour, et en face, il n'y a que 400 000 nouveaux logements par an. Donc, si vous en voulez un, vous devez patienter pendant des années. À moins de faire comme cette dame. Cette dame se vante d'avoir trouvé le raccourci. Elle a payé la bonne personne au bon endroit. Et visiblement, c'est pas un cas isolé. En continuant nos recherches, on tombe sur des dizaines de groupes. Il y a des offres d'appart dans l'Oise, l'Essonne, le Val-de-Marne, Paris. Il y a même des publicités. C'est un marché noir du HLM à ciel ouvert. Et moi, perso, un loyer pas cher, ça m'intéresse. Mon interlocuteur va me faire comprendre que lui, il n'est qu'un intermédiaire. Il joue le rabatteur pour un chargé de clientèle véreux qui bosse chez un bailleur social. C'est ceux qui construisent et louent les HLM. Et ce gars m'explique le mode d'emploi.
D'abord, je dois remplir un dossier qui vient alimenter une gigantesque base de données où sont déjà échoués 4 millions de dossiers en attente. Ensuite, c'est chez le bailleur social que ça se passe. Normalement, quand un logement se libère dans son parc, il est censé suivre un processus de sélection bien cadré. Un chargé de clientèle pêche 3 dossiers dans la masse, il les présente devant une commission de 6 personnes et c'est cette commission qui va faire le choix final. Moi, quand j'ai examiné les dossiers hier, ce dossier ne m'a pas convaincu. Regardez le reste à vivre, le taux d'effort, on ne lui rend pas service. Ça, c'est sur le papier. Mais si vous glissez 4000 balles en cash à la bonne personne, magie, tout s'accélère. L'employé véreux, chaque semaine, va envoyer à son rabatteur la liste des apparts dispo. Et ce dernier va en faire la pub sur Telegram. Premier arrivé, premier servi. Ensuite, direction la présélection. Sauf que la surprise, un seul dossier sera pioché. Et la fameuse commission de validation, vous allez dire, eh ben en fait, ils sont aussi dans le coup. Donc, un mois plus tard, vous avez vos clés. On n'est pas allé plus loin dans le processus parce qu'il y a quelques mois, il y a un journaliste qui a fait le job. Il a rencontré le rabatteur, lui a donné l'argent et a tout filmé. De mon côté, ça doit faire 3700 en tout. Et là, tu vois, moi là, je suis chez Bâtigel, moi aussi. Okay. C'est qu'ils m'ont logé. Ça, c'est un logement neuf. Par exemple, c'est là, moi, quand ils me l'ont donné, j'ai payé 4500 €. Moi, au moins, ça s'est fait. Ça, c'est mon domaine, ça, le logement. Ça fait 7 ans que je fais ça. Parce que normalement, c'est combien de temps d'attente? C'est plusieurs années? Non, c'est pas plusieurs années. Non, pour quand tu fais normalement? Normalement, ouais, 2 fois, même plusieurs années. Même avec les plusieurs années, tu l'as pas. C'est normal que tu l'as pas parce qu'ils le vendent aux gens. Si tu arrives ton dossier avec quelqu'un, tu tombes sur moi, j'ai payé, ils vont me donner à moi. Toi, ton dossier est tombé avec quelqu'un, ils l'ont donné à toi. C'est pour ça que les gens qui payent pas, ils attendent longtemps. Voilà, tout simplement. De nos jours en France, il y en a beaucoup qui galèrent parce qu'ils savent pas que tout se paye. C'est comme en Afrique maintenant, la France. Si tu payes un service et tu l'as tout de suite. Si on en croit les rapports de Lancols, le très officiel gendarme des HLM, 50% des bailleurs sociaux audités ont des pratiques irrégulières. Un bailleur sur 2. Autant dire qu'il y a un petit trou dans la raquette. 4 000 € pour un appart, c'est déjà pas mal. Et au fond, est-ce que cette mère célibataire avec ses 3 enfants à qui vous avez grillé la prio avait vraiment besoin d'un toit? Mais choper un appart, ça reste anecdotique. C'est pas ça qui va changer notre vie. Nous, dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est devenir riche. Et justement, l'an dernier, un homme a été jugé pour une stratégie de corruption d'une toute autre envergure. Il n'a pas juste gagné un appartement, il est devenu millionnaire. Et cet homme, au départ, c'était un peintre. Avec tout cet argent que vous saurez détourner, je compte sur vous pour ne pas acheter un yacht, mais plutôt faire comme moi, à savoir investir un peu tous les mois dans des ETF. Et le moyen le plus simple, c'est évidemment via notre partenaire Trade Republic. Plus sérieusement, Trade Republic, c'est une néobanque qui vous permet aussi d'investir dans des actions, obligations ou crypto, des 1 € et sans frais cachés. Et vu que c'est bientôt Noël, si vous vous inscrivez avant le 6 janvier, vous recevrez un bonus pouvant aller jusqu'à 500 € en actions de type Apple, Nvidia ou Microsoft. Il faudra pour le conserver créditer 100 € avant 21 jours et faire 3 investissements. L'autre argument massu, c'est que au lieu de dormir, votre cash va vous rapporter 2% brut par an. Je vous mets en description le lien pour vous inscrire et une petite série qu'ils sont en train de sortir pour parler de gestion financière. Merci à Trade Republic et on reprend. L'Île-de-France se transforme. Les villes nouvelles surgissent de terre et avec elles, une ruée vers l'or d'un nouveau genre. Notre homme s'appelle Antonio de Sousa et il décide de se reconvertir dans la promotion immobilière. Son business model est simple. Acheter des terrains, construire dessus, revendre à la découpe. Mais la concurrence est féroce. Pour récupérer les meilleures parcelles, c'est la guerre. Alors, Sousa a une idée. Une idée qui, si elle fonctionne, pourrait lui rapporter des millions. Il va corrompre des maires. Sur le papier, un maire de petite commune, ça paraît pas très puissant. À part nous trouver une place en crèche ou célébrer un mariage blanc, on voit pas forcément ce qu'il pourrait faire pour nous. Et pourtant, depuis les années 80, les maires ont récupéré de l'État un super pouvoir, le plan local d'urbanisme.
Il s'agit d'une carte qui dicte quels terrains sont constructibles. Ici, par exemple, en jaune, c'est des terres agricoles, et en vert, des zones naturelles. Interdiction de construire quoi que ce soit. Vous pouvez peut-être exploiter du bois ou faire pousser des pommiers, mais c'est tout. Résultat, le prix au mètre carré est dérisoire. Ce verger, par exemple, en 2005, il vaut 50 000 €. 3 € le mètre carré. Les seuls terrains constructibles se trouvent ici, en rouge. Forcément, comme on peut construire dessus, ils se vendent 20 fois plus cher. Et vous l'aurez compris, il y a une personne qui est capable de changer les pommiers en or. Aujoire-la-Ferrière nous offre ce cadre unique, cette identité brillarde qui a tout pour plaire, une richesse qu'il nous faut absolument préserver. Je souhaite bien évidemment que nous menions ensemble, dans les années à venir, encore et toujours, le même combat pour défendre Bussy. Ma seule ambition n'est pas de me servir de Montgeron, mais bien de servir Montgeron, vous servir. Ces hommes ont l'air intègres et attachés à leur ville. Rien ne dit qu'ils seront prêts à trahir leurs idéaux. Mais Sousa a peut-être trouvé une faille. Ils sont pauvres. Ils gagnent quoi ? 1500, 2000 € par mois ? Alors que Sousa peut leur offrir 100 fois plus. Des virements, évidemment, ce serait trop grillé. Mais il y a une autre technique bien connue, qui sont les travaux clandestins. Il pourrait envoyer ses ouvriers creuser une piscine, agrandir une maison ou rénover un appart. En toute discrétion. Et de fait, les maires signent tous. Grâce au changement de PLU de ses amis maires, Sousa voit son patrimoine exploser. Ce verger-là dont on a parlé tout à l'heure, Sousa l'avait acheté pour 50 000 €. Souvenez-vous, ça faisait 3 € le mètre carré. Il en vaut désormais 11 millions. D'un trait sur la carte, le maire a multiplié son prix par 200. Et sur ces zones naturelles protégées, ces parcs et ces bois réputés intouchables, Sousa va bétonner comme jamais. Celui qui était autrefois un simple peintre en bâtiment génère désormais 250 millions de chiffre d'affaires. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que depuis plusieurs années déjà, des enquêteurs sont sur sa trace. En 2007, dans une commune de l'Essonne, une adjointe au maire découvre des permis de construire irréguliers. Elle va voir le maire, qui lui dit de fermer les yeux. L'adjointe dénonce son chef au conseil municipal, mais la majorité resserre les rangs. Elle est virée sur le champ pour proximité avec l'opposition. Mais en partant, elle emporte avec elle les permis de construire frauduleux. L'extrême concomitance des événements va déclencher une enquête, qui, combinée à d'autres signalements, va vite progresser. Les maires sont mis en examen. Mais en public, ils s'enfoncent dans le déni. Certains ont même le culot de se représenter aux élections. Je ne peux que déplorer les attaques personnelles dont j'ai été la cible, les calomnies, les ragots. Mais comme souvent, toujours oserais-je dire, les Vigneusiens ne s'y sont pas trompés. Ils ne sont pas dupes et l'ont fait savoir par les urnes. Vous savez, mes amis, nous avons tous gagné. Voilà, c'est ça. Remercie qui a gagné, ce sont des valeurs. Parce que j'ai toujours été persuadé que le bien triomphe toujours sur le mal et que la vérité triomphe toujours sur le mensonge. Lui, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va être acculé par l'épreuve. Il avait 15 sociétés immobilières et un compte caché en Californie. Il avait reçu un virement de 500 000 € pour s'acheter une villa en Corse. Et, cerise sur le gâteau, il avait embauché sa fille en emploi fictif. 5 ans plus tard, toute la clique va être jugée lors d'un méga procès, dont, bizarrement, je n'ai jamais entendu parler. Sousa va être interdit d'exercer dans le BTP et condamné à 5 ans de prison. 4 maires seront privés de mandat électif et condamnés à des peines de 6 mois à 3 ans. Y a pas à dire, le Sousa, il s'est servi grassement. Mais il a un peu touché un plafond. Une fois que le terrain est vendu, l'affaire est pliée. En fait, pour s'enrichir vraiment, il faudrait qu'on trouve un flux continu, une source qui ne tarit jamais. Et cette source, elle existe. Elle s'appelle les marchés publics.
Vaste dossier de corruption présumée. L'affaire des marchés publics d'Île-de-France. 47 personnes vont comparaître, dont 4 anciens ministres. Que ce soit pour construire une route, équiper une école en mobilier, moderniser un système informatique, dès qu'une collectivité a besoin de quelque chose, elle passe des contrats avec des entreprises privées. Comme c'est pas son argent qu'elle utilise, mais celui du contribuable, elle doit emprunter un canal spécifique. Elle doit faire une mise en concurrence. Or, l'État, c'est le premier acheteur du pays. Donc, ces marchés publics, quand on les gagne, c'est le jackpot. Alors, comment on douille le système ? Comment on s'assure de gagner à tous les coups ? Eh ben, c'est simple. Vous allez payer celui qui organise les appels d'offres. Et en échange, vous décrochez les contrats sans concurrence. Vous êtes le seul à soumissionner, ou alors les autres sont disqualifiés pour une raison à la con. Et au final, en fait, quasiment l'ensemble des agents du SIAP, c'est avant même qu'un marché soit lancé, que ce marché-là, de toute façon, il ira à tel candidat. Mais voilà le problème. Si vous remportez tous les marchés d'une ville, à un moment, ça va se voir. Les gens vont commencer à se poser des questions. Et c'est là qu'intervient une technique beaucoup plus sophistiquée. Une technique qui va vous permettre de rester incognito. Le cartel de corruption. Le principe, c'est que vous allez voir vos concurrents, ceux à qui vous faites normalement la guerre, et vous leur proposez un pacte. Vous leur dites, écoutez, au lieu de se battre, on va gagner chacun son tour. On va se partager le gâteau. Mais ça, c'est juste le début. Une fois que vous avez sécurisé les contrats, vous pouvez passer à l'objectif réel du cartel, qui est d'augmenter les prix. Vous allez voir le maire et vous lui dites, on a fait un cartel, et maintenant, en toute illégalité, on va augmenter nos prix. Et toi, en échange de ta discrétion, on te propose un pourcentage sur chaque facture. C'est le fonctionnement de base du cartel de corruption. Ils font tous des systèmes de commission en pourcent. Tous. Parce que ça aligne les intérêts. Plus le fonctionnaire signe des devis importants, plus sa rétribution sera élevée. Et là, vous pourriez vous dire, attends, si les chaises de la mairie commencent à coûter 700 € pièce, ça va forcément se voir. Et tout est une question de dosage. Une première option, c'est de pas trop s'éloigner du prix du marché. Mais en réalité, la plupart des corrupteurs peuvent augmenter la facture de 20 ou 30% sans complexe. Et ce pour une raison qui tient en 3 lettres. BTP. Le BTP, c'est 2/3 des marchés des collectivités. C'est la part du lion. Et la chance qu'on a, c'est que c'est aussi un domaine où les prix sont pifométriques. Les projets sont complexes et les devis difficiles à comparer. Par exemple, si vous construisez un pont, personne ne sera capable de dire qu'il n'aurait pas dû coûter 120 millions, mais 80. Personne. Maintenant, vous allez peut-être me dire, ok, mais les cartels, c'est dans les pays de gros mafieux. Ça n'existe pas en France. C'est un procès fleuve qui s'est ouvert cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris, celui des marchés publics d'Île-de-France. 47 personnes vont comparaître, dont 4 anciens ministres. En fait, le système aurait permis le financement occulte de plusieurs partis politiques. Dans les années 90, au conseil régional, tous les partis se sont mis d'accord pour racketter les entreprises du BTP. Ils prenaient 2% sur chaque contrat pour financer leurs caisses occultes. Le cartel a prospéré pendant 10 ans, jusqu'à ce que les Verts, qui étaient exclus du deal, dénoncent le complot. Et l'affaire est remontée haut. Très haut. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On disserte sur des faits invraisemblables. Ces allégations sont indignes et mensongères. Bon, aussi, à l'époque, c'était une autre histoire. Les partis n'étaient pas encore financés par l'État, selon les votes, donc ils cherchaient des solutions. Beaucoup ont fait de la corruption dans leurs fiefs locaux. Nous avons été nombreux, à droite comme à gauche, dans tous les partis politiques, Vous n'étiez pas seul. Y compris au Front National. On est d'accord. Il n'y a pas de leçon, je veux dire que personne à l'époque ne pouvait donner de leçon à personne. Certains estiment même que c'était pas vraiment de la corruption. C'était une solution que les partis avaient trouvée pour se financer. Une corruption gentille.
Mais les cartels de corruption modernes, eux, ils ont rien de gentil. Et c'est là que se révèle le problème fondamental de Gotham City. Une ville saturée de corruption dans un état de droit, ça peut pas durer éternellement. Il y a toujours un moment où quelqu'un dénonce et fait exploser le système. Et ça, certains l'ont bien compris. Et plutôt que se concentrer sur une ville ou un territoire, ils ont développé un autre modèle, plus sophistiqué, plus insaisissable. Un modèle qui leur a fait gagner non plus des millions, mais des milliards. Imaginez une multinationale tentaculaire. Énergie, pétrochimie, BTP, c'est une sorte d'Evil Corp. À sa tête, il y a une famille depuis 3 générations, les Odebrecht. Ils pratiquent la corruption depuis toujours, mais dans les années 2000, ils ont une intuition. Contrairement à Montréal, ils vont pas arroser les fonctionnaires à tout va. Ils vont faire de la corruption chirurgicale. Ils vont cibler les 1% des 1%. Les hommes de pouvoir capables de débloquer les contrats les plus monumentaux. Un aéroport, un parc olympique ou une centrale électrique. À la clé, des milliards de dollars. La difficulté, a priori, c'est que ces 1% des 1%, ce sont des chefs d'État, ultra surveillés. Et un chef d'État, ça coûte cher. On parle plus de pot de vin à 10 000 euros, mais à 10 millions. Alors, comment faire pour que tout ça reste sous les écrans radars ? Eh bien, c'est là que le génie d'Odebrecht intervient. Ils vont carrément créer une direction secrète, un département à l'intérieur même de l'entreprise. Et dans ce département, ils vont décomposer le problème en 2 étapes. Le premier objectif, c'est de transformer l'argent officiel en argent invisible. Par un tour de magie, passer de l'argent propre à l'argent sale. C'est le processus inverse du blanchiment. Et on appelle ça le noircissement d'argent. Pour ça, Odebrecht va créer des dizaines de sociétés écrans qui vont lui facturer des prestations bidons. Des sous-traitants qu'on sous-traite pas, des consultants qui consultent pas et des entreprises de construction qui ne construisent rien. Grâce à ça, Odebrecht exfiltre des centaines de millions et constitue de précieuses réserves occultes. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle des caisses noires. De l'argent pour corrompre à la demande. Maintenant, il y a la deuxième phase. Comment verser cet argent aux fonctionnaires ? Beaucoup de chefs d'État réclament du cash. Or, sortir 6 millions en cash, c'est pas pareil que sortir 20 000. Personne dans l'économie légale n'a 6 millions en liquide à sortir de sa poche. Et c'est là que Odebrecht va trouver une méthode pour le moins improbable. La triangulation. À Sao Paulo, il y a un marché noir. Et sur ce marché, il y a des tas de gens qui rêvent de se débarrasser de leurs gros billets. Imaginez un quartier qui grouille de vendeurs chinois. Pas une grosse boîte, mais des centaines de petits commerçants qui vendent de l'électronique douteuse, des jouets en plastique et des gadgets importés. Ces marchands, ils veulent absolument éviter la douane et les impôts. Donc, ils font tout en cash. Sauf que voilà, ils doivent payer les fournisseurs qui sont en Chine. Or, ils peuvent pas faire transiter cet argent par le circuit légal. Donc ils sont coincés avec des piscines de billets, à moins que Odebrecht ne les aide. Grâce à leur société écran, ils peuvent payer des fournisseurs à Hong Kong et en échange, récupérer le cash des commerçants par camion. C'est absolument brillant, mais surtout ça va donner lieu à des scènes surréalistes, où des policiers à la retraite vont être payés pour faire le tour des boutiques en fourgon, entreposer les billets dans un bunker qui seront livrés ensuite dans tout le pays. Et là, vous voyez la beauté du système. D'un côté, on a des marchands véreux qui ont de l'argent sale et qui cherchent à le blanchir, et de l'autre, des entreprises légales qui ont de l'argent propre et qui cherchent à le noircir. Blanchiment et noircissement sont les 2 faces d'une même pièce.
Grâce à ce modèle, Odebrecht enchaîne les succès sur le continent. Un pont de 10 000 mètres au Venezuela, une méga centrale à charbon en République dominicaine, un aéroport international en Angola. Au global, sur 15 ans, ils vont distribuer plus de 788 millions de dollars de pots de vin. Et ils en tirent 4 fois plus. On peut dire qu'ils ont créé le système de corruption le plus abouti au monde. Mais si on sait tout ça, c'est que ça a fini par être découvert. Alors, quelle était la faille? Qu'est-ce qui a précipité la chute des Odebrecht? Eh bah, c'est un truc de merde. Tout ce montage sophistiqué va tomber à cause d'un truc de merde. Tout part d'une plainte qui n'a rien à voir avec eux. Un petit commerçant du sud du Brésil dénonce un banquier clandestin qui lui-même va révéler un cartel de corruption brésilien dont fait partie une certaine multinationale. Marcelo Odebrecht foi preso em junho de 2015, ano e 3 meses depois da deflagração da Opération Lava Jato. Donc, le PDG, Marcelo Odebrecht, est arrêté à son domicile. À ce stade, les juges ne savent rien du système de corruption. Tout ce qu'ils ont, c'est cette histoire de cartel. Donc a priori, pour le système ultra camouflé de la multinationale, l'espoir est permis. Sauf que, de leur côté, les juges brésiliens ont une arme imbattable. Et elle s'appelle la délation récompensée. C'est une justice négociée où un homme, pour sauver sa peau, peut tout faire s'effondrer. Et c'est exactement ce qui se passe avec le fils Odebrecht. Les juges le condamnent à 19 ans de prison et ensuite ils obtiennent de lui une collaboration totale. Marcelo parle, il entraîne dans sa chute 77 cadres qui vont eux-mêmes dénoncer 415 politiciens. La presse parle de délation de la fin du monde. Au Brésil, le parti de la présidente, Dilma Rousseff, est accablé par les témoignages. Mais cette dernière s'accroche au pouvoir. Excédée, des millions de Brésiliens descendent dans la rue. Je me sens coupable, dit cette femme. J'ai cru en eux comme tous les Brésiliens. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui de la corruption? Alors nous voulons voir tous les corrompus dehors. Les parlementaires lancent une procédure pour la destituer. Elle dénonce un coup d'État. Eu vou lutar contra esse pedido de impeachment. Mais la pression est trop forte. Au Pérou, tous les présidents élus depuis 2001 sont poursuivis. No he recibido un centavo, no he hecho mal uso del gobierno para enriquecerme personalmente como otros. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Comble du scandale, le procureur général vire ses subordonnés pour stopper les investigations. Mais le peuple n'est pas dupe. Devant le tollé, le président péruvien s'est rendu dans le bâtiment du Congrès, dans une rue de Lima, pour présenter le projet de loi, suivi par une foule d'environ 2000 partisans, afin de préparer le renvoi de Chavarri. Les 4 chefs d'État sont finalement condamnés. Partout ailleurs, c'est la débandade. En Équateur, le vice-président croit pouvoir se cacher à l'ambassade du Mexique. En théorie, c'est un endroit inviolable. Mais c'est sans compter sur les cojones du nouveau président élu. Il envoie une voiture bélier et il fout le VP dans une prison haute sécurité. Quant à Evil Corp, ils perdent tous leurs contrats publics. Ils doivent licencier 94% de leurs employés et 5 ans plus tard, ils déposent le bilan. Bon, là, a priori, on pourrait se dire que c'est bon. On a atteint le système ultime, le niveau le plus profond de corruption jamais conçu. Eh bah, détrompez-vous. La dernière histoire que je m'apprête à vous raconter dépasse tout ce que vous pourriez imaginer. Une histoire où 3 frères vont détourner le PIB d'un pays tout entier. Ils s'appellent les frères Gupta. Ils viennent d'une famille modeste du nord de l'Inde et leur père possédait des petites épiceries locales. Ils vivaient correctement et rien ne les présageait à un grand avenir. Mais quand ses fils atteignent l'âge adulte, il a une vision pour eux. L'Afrique, c'est le nouvel Amérique. C'est là-bas qu'il faut aller. Les frères Gupta vont choisir l'Afrique du Sud. Mais pendant 4 ans, ils enchaînent les échecs. Des magasins de chaussures qui ne décollent jamais, des tentatives avortées. Puis, ils se tournent vers l'informatique,
candidate à des appels d'offres pour installer des parcs informatiques dans les écoles et les lycées. Et là, mystérieusement, tout bascule. Ils gagnent contre des géants comme Dell et HP et en quelques années, ils dépassent 100 millions de chiffre d'affaires. Ils comprennent vite que travailler avec les élus, ça paye. Mais contrairement à d'autres, ils vont pas s'arrêter au marché public. Non, ils vont bâtir un plan sur 20 ans pour détourner l'économie du pays. Un pari complètement fou. Ils vont essayer de deviner qui sera le futur président du pays. À la fin des années 90, ils croisent la route d'un homme politique du nom de Jacob Zuma. Ce type, c'est une figure montante du parti de Mandela. Il est vice-président du pays et surtout, c'est un pourri. Zuma reçoit un salaire de fonctionnaire, mais vu tout ce qu'il a enduré pendant l'apartheid, il estime que c'est pas assez. Donc maintenant, il refuse de payer ses impôts, il signe des chèques en bois pour acheter des baraques et il se cherche des amis pour renflouer ses caisses. Voyant ça, les Gupta se disent « Parfait, nous aussi, on veut être son ami. On va le corrompre, mais à une nuance près. Pour l'instant, on ne demande rien en retour. Parce que ce gars-là, il pourrait nous le rendre au centuple. Si on calcule bien, dans 10 ans, le président actuel aura fait 2 mandats. Or, il n'a pas de poulain, et donc Zuma a toutes les chances de lui succéder. Mais attention, il faut qu'on la joue finement, parce que le jour où il arrive au sommet, on voudra pas seulement quelques petites faveurs, on voudra qu'il fasse tout pour nous, qu'il soit notre marionnette pour qu'on puisse détourner des milliards. La question maintenant c'est, comment il pourrait s'assurer d'une telle chose ? Une fois au pouvoir, Zuma, après avoir pris toutes leurs thunes, pourrait très bien les envoyer balader. Et bah, c'est justement là où ils ont eu une idée de génie. L'alignement des intérêts. À votre avis, c'est quoi le meilleur moyen de s'assurer que quelqu'un serve vos intérêts, sans pour autant le mêler directement à vos magouilles ? Et bah, vous allez trouver quelqu'un qui compte beaucoup pour lui. Par exemple, son fils préféré, même si c'est un incompétent sans la moindre expérience professionnelle. Ensuite, vous allez le propulser à votre conseil d'administration et lui céder 45% de la holding secrète qui détient tout votre empire. Vous avez versé aucun pot de vin, fait aucune malversation, et pourtant, vous vous êtes assuré un soutien indéfectible. Et le 6 mai 2009, les Gupta ont dû passer une excellente journée. I commit myself to the service of our nation with dedication, commitment, discipline, integrity, hard work and passion. Zuma accède au pouvoir. Leur pari fou a marché. Et tous leurs investissements vont enfin payer. Et leur première cible, ce sont les entreprises publiques. En Afrique du Sud, un peu comme en France, des pans entiers de l'économie sont trustés par des géants. Le transport aérien, les trains ou l'électricité. Ils ont des budgets qui se comptent en milliards. Et pour les Gupta, c'est synonyme de jackpot. Bien sûr, le président contrôle pas tout. Mais il dispose d'un pouvoir unique que les Gupta vont utiliser comme cheval de Troie. Le pouvoir de nomination. Le président nomme ses ministres. Par exemple, celui des entreprises publiques. Ministre qui va lui-même nommer à intervalles réguliers des gens dans les conseils d'administration des sociétés de l'État. Ainsi, par contamination, les Gupta vont un à un faire basculer les boards en leur faveur. Les trains, les avions, l'électricité. Notre petite famille d'épiciers indiens va prendre le contrôle des plus grandes entreprises du pays, dans le plus grand calme, sans que personne ne voie rien. Une fois dans la place, ils mettent en place un racket systématique. Chaque fournisseur doit désormais surfacturer de 10 ou 20% et exfiltrer la différence sur des comptes secrets à Hong Kong ou à Dubaï. Ils s'en mettent plein les fouilles, en oubliant légèrement le concept d'un service public. Leurs trains, ils sont pas entretenus, donc 5 ans plus tard, ils sont tous à l'arrêt. Leurs avions, c'est pareil, ils seront tous vendus et la compagnie fermée. Quant à leur réseau d'électricité, ils le laissent pourrir. Si bien que, même aujourd'hui, il y a toujours des coupures dans le pays, jusqu'à 12 heures par jour.
Our corruption is extreme, guys. We get a tender for 10 bridges, we build nothing. No, guys. Build 9, still 1. At least have some progress. Eh? Now there's no bridge. My man, what happened to the bridge? It was supposed to be there, just imagine. Just imagine it was there. Devant ce désastre, la presse va commencer à relayer des soupçons de collusion. Donc, les Gupta font ce que n'importe qui ferait. Ils lancent leur propre chaîne de propagande. We will be critical too as well, but not such a harsh way. We believe South Africans know what our mistakes, we will correct very fast and we'll come again very positive. Les mecs ne se mettent aucune limite. Leur parti finira avec le plus délirant des projets, à savoir construire des centrales nucléaires. Sur le papier, ça n'a aucun sens. L'Afrique du Sud a des centrales à charbon qui tournent et l'État est au bord du gouffre financier. Donc ce projet pharaonique va juste le transformer en Nouvelle-Grèce. Sauf que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un grain de sable dans l'engrenage. Le ministre des Finances va s'opposer publiquement au projet. Là, les trois frères, ils se disent « Ok, il faut qu'on le dégage et qu'on lui trouve un remplaçant. » Son adjoint, par exemple, un certain Jonas. Et Jonas, il est absolument pas prêt pour la réunion qu'il va vivre. Quand il rencontre les Gupta, dont il ne savait rien, il voit devant lui 3 Indiens, élus par personne, qui lui annoncent qu'ils vont virer un ministre. Alors Jonas pète un câble, mais il va vite réaliser à qui il a affaire. Les Gupta menacent de le liquider et ils lui disent cette phrase incroyable. Vous devez comprendre que on contrôle tout et que le vieux fera tout ce qu'on lui dit de faire. Alors il sort de là, sidéré. Pour la première fois, quelqu'un de sain d'esprit vient de se rendre compte qu'il y a 3 Indiens complètement tarés aux manettes de tout un pays. Alors 6 mois plus tard, à visage découvert, il balance tout. Well, I know nothing about this matter. No, I've got no idea what's happening here. There is a plot to kill me. I'm looked at as this face of corruption. So I'd just like to say to the public out there, I'm not corrupt, I'm not taking any money from anybody. 4 ans et 5000 pages d'enquête plus tard, le constat est terrible. Les Gupta ont détourné ou gaspillé plus de 100 milliards de dollars d'argent public, l'équivalent de 3% du PIB par an pendant 10 ans. Ils auraient fait perdre à l'Afrique du Sud une décennie de développement. Zuma est arrêté, mais à cause de son âge, il ne passera qu'1 an en prison. Quant aux Gupta, dès que ça a commencé à chauffer, ils ont vendu leur entreprise, exfiltré les fonds et quitté le pays en jet privé. On les retrouve quelques mois plus tard dans un magnifique palais à Dubaï, vivant leur meilleure vie. Vous pourriez vous dire que tout ça, c'est loin de nous. Des histoires qui appartiennent à d'autres époques, à d'autres pays. Détrompez-vous. En France, jusque dans les années 90, la corruption était tellement admise par le système que l'État lui-même défiscalisait les pots de vin. Les entreprises venaient déclarer chaque versement à un bureau secret du fisc, le C3F, qui n'apparaissait sur aucun organigramme. Il passait les commissions en charge dans un poste discret appelé « frais commerciaux exceptionnels », une ligne comptable innocente pour masquer des milliers de pots de vin. Aujourd'hui, si la corruption reste massive, ces histoires nous montrent aussi la faille. Il suffit qu'une personne parle pour que les dominos commencent à tomber. Un témoignage et tout s'effondre. En 2025, 200 000 Français déclarent avoir vu une situation de corruption, mais seulement 1% d'entre eux ont porté plainte. Et d'une certaine manière, on les comprend. Dénoncer, c'est toujours s'exposer. Il n'y a pas une histoire où les lanceurs d'alerte ne sont pas licenciés, menacés de mort ou cambriolés. Et pourtant, certains le font quand même. Ils s'obstinent, peut-être parce qu'ils savent que c'est eux ou rien. Ils sont le dernier espoir de la justice.